Marc, quelques exploits au cours de la semaine. On va parler d'un vol de marbre. Et ça, c'est pas dans le cadre d'un double vol. C'est Jarren Duran qui est parti du troisième alors que Raphaël Devers était au bâton. Et il a réussi à voler le marbre, un jeu qu'on voit très, très peu. Donc, pourquoi pas tenter ta chance plus souvent? Ben, écoute, Alain, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, tu peux pas le faire avec un frappeur droitier. Parce que sinon il y a un signal. Puis le signal, c'est pas bon parce que tu peux pas avoir un signal d'un vol de marbre. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Husereau et Mark Griffin. Nous sommes là pour parler de l'actualité dans le monde du baseball. Au sommaire aujourd'hui, on va commencer avec les ennuis des Orioles de Baltimore et des Jays. Il y a des parallèles à faire au sein des deux équipes, quoique on pourrait remettre en question ce qu'on a fait dans l'entre-saison chez les Orioles. Ensuite, on va parler des Mariners de Seattle en tête dans l'Ouest en ce début de semaine. Par contre, rien n'est joué. On peut dire un peu la même chose du côté des Dodgers. Les deux équipes ont des défis, les deux au monticule, alors qu'on pensait que c'était pour être leur force. Ça devrait l'être, mais il y a des trucs qu'il va falloir revoir. Un portrait de Nick Pivetta et quelques exploits au cours de la dernière semaine. Un vol de marbre, un match de 4 coups de circuit. Donc, et une saison un peu bizarre de Jacob Wilson avec les Aces de la Californie. On va les appeler comme ça, même s'ils n'ont pas de nom officiel. Il y avait les Angels avant de la Californie qui se sont rebaptisés les Angels de Los Angeles. Marc, les Orioles de Baltimore, ça va pas bien. On n'a pas frappé du tout en fin de semaine. Et c'est un must parce que on savait qu'on était pour avoir de la difficulté au monticule. On a perdu Corbin Burns. Ça regarde pas bien pour Grayson Rodriguez. Et Marc, le rendement des frappeurs des Orioles face aux lanceurs gauchers est épouvantable. Oui, on repose beaucoup sur les frappeurs gauchers chez les Orioles. On est dernier actuellement. C'est 2 matchs et demi derrière la 4e place. Toi, tu remets beaucoup en question, en fait, ce qu'on a fait dans l'entre-saison pour pallier à ce qu'on prévoyait être une faiblesse là, chez les Orioles, c'est-à-dire au monticule. Bon, en fait, c'est l'inaction. Tu sais, on a une organisation, puis tu sais, bon, ce sont pas les Yankees ni les Dodgers, on n'a pas les budgets, mais Alain, on a quand même un réseau de filiales qui a quand même des joueurs intéressants, donc c'est sûr que ça va attirer d'autres équipes. Mais on a décidé de pas bouger. En perdant Corbin Burns, ça devenait difficile. Puis en ce lundi, Alain, tu regardes la moyenne de points mérités globale de l'équipe des Orioles. On est 28e. En fait, on est 29e, pardon. C'est pas chic là. C'est pas chic ce qui se passe avec les Orioles. Et là, tu compenses par l'attaque. Souvent, quand tu as des difficultés au monticule, si l'attaque peut compenser, ben ça renivelle un peu les choses. Et là, tu viens de mentionner évidemment que les frappeurs, lorsqu'on affronte un lanceur gaucher, c'est épouvantable. Il va falloir qu'il se passe quelque chose, Alain. Les attentes sont élevées. Il y a une belle fenêtre avec les Rochman, les Anderson et compagnie. Là, je me questionne, puis je sais, là, souvent, là, ça va pas bien, on parle du gérant tout le temps, c'est la bonne vieille casquette dans le monde du sport, là, mais ça reste que, est-ce qu'un changement de philosophie, déjà, pourrait donner un petit peu d'énergie à cette équipe-là? Tu sais, Brandon Hyde a été là longtemps, dans les années difficiles, il est encore là aujourd'hui. J'aime une stabilité dans une organisation, mais à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et si on n'est pas pour bouger tant que ça au 2e étage, ben là, peut-être qu'il va falloir prendre une couple de décisions, Alain, parce que, tu sais, tôt en saison, je le sais, là. Mais ça reste que, tu sais, les matchs que tu devrais gagner, que tu gagnes pas au mois d'avril, ça va venir, à la fin de la saison, ça va venir t'affecter. Puis, dans cette division-là, c'est une des divisions les plus difficiles et il faut que les Orioles fassent quelque chose à ce niveau-là. Là, on peut pas juste rester là
faire les mêmes choses puis penser que le résultat va être différent. Là. Juste des chiffres, ça n'a pas bien été en fin de semaine. Au cours des 7 derniers matchs, on a marqué un gros total de 12 points. On n'a même pas frappé pour 200. 7 matchs. 5,35, c'est le MPP. Puis je parlais des ennuis contre les gauchers. J'ai des chiffres, Marc, c'est 4,95. Ça, c'est pas la moyenne de puissance, c'est le MPP. Depuis le début de la saison. Donc, je veux dire, sur la table de travail, il n'y a pas juste les lanceurs. Non, là, les jeunes vont pas bien. Tu sais, Gunnar Anderson n'a pas commencé la saison. On dirait que ça a donné... Ça a comme, je sais pas, ça a enlevé un peu d'énergie à cette attaque-là. Donc, absent pour les premiers matchs. Et là, les jeunes qui doivent, normalement, donner un rendement adéquat, ça n'a pas été le cas encore. Donc, c'est une jeune équipe, mais en même temps, c'est fragile. Lorsqu'on est une jeune équipe, c'est plus fragile. Tu sais, Alain, on a perdu Santander. Là, tu vas me dire qu'il ne frappe pas tant avec les Blue Jays, mais Santander était quand même le pilier à l'attaque, celui sur qui on comptait un peu avec les Orioles. Là, tu perds Corbin Burns. C'est des gros morceaux. Ce sont de gros morceaux qu'on n'a pas remplacés encore. Puis là, les jeunes qui devaient compenser, là, parce que tu compenses la perte de Santander par le fait que 2-3 gars vont connaître de meilleures saisons. Ouais. C'est pas le cas présentement. Donc, je suis un peu inquiet, moi, de ce qui se passe. Je regarde les matchs des Orioles, on est, excusez l'expression, là, mais on est flat, on est à plat. C'est l'attaque, là, tu vois qu'il y a une frustration là, qui s'installe, puis évidemment, au monticule, on fait bien notre possible, mais là, on vient à Burns, là, tu as parlé évidemment de Rodriguez. Je regarde ce que Charlie Morton fait. On est un peu dans le trouble, là. Au monticule, Marc, la moyenne de points mérités globale, 5,37. Ouais. Puis c'est pas juste parce qu'on a rapproché des clôtures, là. La moyenne, parce que si tu prends le barème de comparaison, tu sais, et toi aussi tu as bien regardé, moyenne de points mérités plus, ça tient compte du stade, c'est 70. C'est épouvantable. C'est pire, je pense, que ce qu'on aurait pu entrevoir comme scénario. Je sais qu'il y a plusieurs blessés, Marc, chez les jeunes lanceurs des Orioles de Baltimore. Mais n'empêche, tu sais, je veux dire, on aurait pu prévoir quand même quelque chose au bout du compte. Tu sais, tu peux pas perdre les 2 premiers partants comme ça puis penser t'en sortir. Là. D'où l'inactivité, tu sais, durant la saison hivernale. Moi, c'est là que je trouve que ça a mal parti. Puis, honnêtement, Alain, là, les gars, ils sentent. Tu sais, les joueurs, ils sentent. Là, on arrive au camp d'entraînement, puis les gars sont pas caves, là. On voit ce qui se passe, on voit notre formation, on voit ce qui se passe ailleurs. Tout le monde est un peu analyste dans tout ça, puis oui, on a une confiance, oui, on peut travailler fort en équipe, puis relever des défis, mais ça reste que c'est extrêmement fragile au départ au monticule. Là, on a essayé de pallier avec justement un vétéran comme Charlie Morton, puis là, ça marche pas. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, puis moi, j'aime, faut être en mesure, Alain, de poser des gestes qui vont permettre de replacer le bateau un petit peu parce que je sais que c'est tôt, Alain, mais ça reste que, si tu vas avoir le temps de ramener ça à flot, donner une belle énergie, là, ça prend du temps pour faire ça. Donc, je sais pas, mais il va se passer quelque chose à Baltimore, assurément, Alain, dans les prochaines semaines. Moi, c'est encore un groupe que je crois qui peut s'en sortir. Il y a des leaders nés dans cette équipe-là, dont Rochman, dont Anderson. Donc, il va se passer quelque chose. Mais c'est une jeune équipe. Puis parfois, une jeune équipe, tu as besoin d'un peu de leadership. On a perdu, évidemment, au niveau de la qualité des joueurs. Mm-hmm. Des fois, peut être compensé par un gérant qui a peut-être qu'un petit peu plus prend un petit peu plus de place. Puis, alors, c'est peut-être à ce niveau-là là, que ça manque du côté des Orioles. On va parler des Blue Jays. C'est dans la même section. On a des problèmes à l'attaque également, Marc. On l'a vu au grand jour contre les Yankees de New York en fin de semaine. C'est... tu fais quoi? Santander, attends aussi longtemps que Santander ne frappera pas. On va lancer autour de Vlad Guerrero. Vlad Guerrero n'a pas beaucoup de tirs de qualité. C'est dû directement au manque de protection derrière. Là. Puis on n'a pas de premier frappeur non plus. C'est un effet d'enchaînement, tu l'as bien dit, Alain. Mais l'histoire se répète.
Les partants font bien leur possible, mais aussitôt qu'un partant connaît une mauvaise manche ou une mauvaise sortie, c'est la catastrophe, c'est terminé. Ouais. C'est malheureux. Springer connaissait un bon début de saison, mais il y a 9 joueurs dans le rôle offensif. Ouais. Ça, c'est pas juste un, là. Il faut que ce soit un peu tout le monde. Manque de puissance évident. Écoute, on est loin des belles années, là. Les belles années de puissance où que les Blue Jays étaient reconnus justement pour frapper la longue balle. On s'en sortait avec des coups de 4 buts. C'est pas le cas en ce moment. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être agréable là, du côté des Jays. Donc, Alain, c'est un peu comme Baltimore. Il y a du talent. Ouais. Les habiletés sont là. La puissance, normalement, pourrait être pas mal plus présente. Ben oui. Mais tu sais, ce qui se calcule pas, Alain, je reviens des fois dans les statistiques avancées, mais ce qui se calcule pas, c'est quoi l'énergie à l'intérieur de l'équipe présentement? Là, on va nous dire, c'est sûr qu'on va nous dire si quelqu'un pose la question, oui, on est des professionnels, on va s'en sortir. Bon. Ouais. Mais tu sais, ça se joue entre les deux oreilles, puis là, il y a une frustration qui s'installe, puis c'est pas facile d'attasser. C'est les victoires qui vont créer une atmosphère plus agréable. Ouais. Tu sais, encore là, c'est du leadership, c'est continuer, mais c'est pas. Si quelqu'un avait une solution facile, Alain, on l'appliquerait là. Ouais, il y a des positions chez les Blue Jays où on n'a pas de production, où on devrait en avoir. Troisième but. Regarde, il y a plusieurs équipes qui ont des problèmes de ce côté. Frappeur de choix. Et je regardais juste par ordre de frappeur. Et je ne veux pas identifier personne, là, mais on sait qu'il frappe troisième, Marc. Depuis le début de la saison, en 28 matchs, on a un gros total de 9 points produits. Avec une moyenne au bâton de 173. La moyenne de présence sur les buts du premier frappeur est correcte, mais t'aimes ça avoir un 350, on est en bas de ça. C'est 339. C'est au-dessus de la moyenne. Mais pour mettre la table, tu veux plus que ça là, comme premier frappeur. Puis il y a personne dont actuellement les statistiques nous font dire « Ah, lui, c'est pas mal. » Myles Straw. Myles Straw n'est même pas supposé de jouer régulièrement. Il ne jouera pas régulièrement quand Dalton Varsho va revenir. Ben, comme c'est un effet d'enchaînement, on l'a dit tantôt. Si ton premier frappeur est moins souvent sur les buts, si l'autre frappe pas, ben l'autre reçoit moins de bons tirs. Si ton bas de formation ne se rend pas sur les buts, ben tes meilleurs frappeurs, tu retrouves toujours. Regarde ce qui se passe avec les Dodgers, le 7, 8, 9. On se rend pas sur les buts, ben Ohtani, pas tant de points de produit que ça, mais lorsqu'il arrive au bâton, il y a personne sur les sentiers. Donc, chacun a un rôle à jouer, Alain. C'est que j'ai dit tantôt, il y a 9 frappeurs, t'as un rôle à jouer. Puis là, en ce moment, ben les maillons de la chaîne, là, ça tient pas là, présentement. Donc, mais ce qui est un peu frustrant du côté de Toronto, c'est que l'histoire se répète. Alain, ça fait une couple d'années. Là, là, Vlad s'est mis à frapper l'année passée à partir du mois de mai. Ça a généré quelque chose d'intéressant, mais bon, ça n'a pas permis aux Jays, évidemment, de faire les séries. Mais il y avait de l'espoir. Là, faut pas. Là, c'est comme on est en mode espoir, d'espérer qu'il se passe quelque chose, alors qu'on on crée pas grand-chose à l'attaque. Moi, j'ai trouvé la série face aux Yankees, on n'était pas de calibre là, du côté des Jays face aux Yankees, qui tout le temps passant, non pas Garrett Cole, puis non pas, et pourtant, tu regardes ce qu'ils font au Monticule. C'est la meilleure équipe au Monticule présentement du côté du baseball majeur. Donc, et en passant, là, c'est pas que Bellinger est en train de tout virer à l'envers, c'est pas que Chisholm connaît une saison extraordinaire, mais les meilleurs font le travail. Et les meilleurs, ben, c'est eux autres qui font en sorte que tout le monde, pousse dans le même sens. Alors, tu regardes la saison de Judge, ben, c'est ça. Alors, faut qu'un Vlad se réveille, il faut qu'un Anderson ou un Rutschman se réveille avec les Orioles, c'est pour ça qu'on paye ces gars-là. C'est pour être en mesure de transporter l'équipe lorsque ça va pas bien, de montrer qu'on peut s'en sortir. Fait que ça passe par là. C'est pas, tu ne demanderas pas là, à un Myles Straw de devenir le héros de l'équipe. Là. Non. Ça passe par Vlad, par exemple, du côté. Je sais qu'on tape souvent sur le clou de Vlad, mais puis en plus, on le paye pour ça. Oui. Dernière chose, Marc, avant de passer à la question de la semaine, Jonathan Classé. Il a été rappelé en fin de semaine. C'est un gars qu'on a acquis des Mariners de Seattle. C'est pour Jimmy Garcia. 452, sa moyenne de présence sur les buts. C'est pas un gars avec beaucoup de puissance, mais on parlait du fait que peut-être on pourrait avoir une étincelle dans le haut de la formation.
C'est un gars qui est rapide. Il a 13 buts volés à Buffalo. Il a 22 ans. Donc, est-ce que tu attends un peu? Il faut. Varsho va revenir éventuellement. Puis tu veux faire jouer Barger. Donc, ça, c'est de la gérance de personnel à l'interne, Marc. Donc, il y a des décisions à prendre de ce côté-là pour les Blue Jays de Toronto. Tu fais quoi, là? Est-ce que tu dis, regarde, Barger va jouer, puis quand Varsho va revenir, ben, Straw va écoper un peu. Regarde, faut que tu mettes la meilleure équipe sur le terrain. Ouais. C'est aussi simple que ça, puis faut pas que ta décision soit prise pour d'autres choses. Moi, là, des équipes qui disent, on le rappellera pas tout de suite, ça va lui donner du temps dans le baseball majeur, puis on veut que... Non. C'est quoi la meilleure équipe que je peux avoir sur le terrain? Est-ce que ce joueur-là peut m'aider comme premier frappeur, ce qui règle? C'est ça la business du baseball. Là. Dans le baseball majeur, on est là pour gagner. Tu te développes ailleurs, puis tu arrives en haut, puis il faut que tu gagnes. Alors, mets la meilleure équipe sur le terrain, puis donne-toi les meilleures chances de gagner. Je veux dire, c'est tellement compétitif, là, le baseball d'aujourd'hui. Il faut que ça soit ça. Si c'est pas ça, on fait pas les choses de la bonne façon. Là. Oui. Ben, c'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On vous demande c'est quoi vos suggestions pour tenter de secouer l'attaque des Jays. Il y a plusieurs solutions, changement de position, rappel de joueurs. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions sur cette question qui paraît sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado. Vous pouvez aussi aller directement sur notre site compte-complet.com. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alors, c'est le moment de souligner notre partenaire principal, évidemment, Plan de match. Maintenant, 2 adresses, une à Boucherville et une au Saguenay, à Jonquière. À Boucherville, ben, vous avez cage de frappeurs. C'est le printemps, il commence à faire vraiment beau, là. Ça a tardé, là. Et venez vous équiper pour le baseball. Il y a la boutique en ligne également, boutiqueplanmatch.com. Allez là-dessus. Si vous voulez aussi des casquettes, des fichiers de Plan de match, il y en a. Alors, on les remercie d'ailleurs. Alors, Plan de match, allez donc visiter leur site web. Et je vous rappelle la meilleure manière de nous rejoindre, savoir comment nous rejoindre et regarder ou écouter, ben, allez sur notre site internet www.comptecomplet.com. On va parler de l'Ouest de l'Américaine, en particulier des Mariners de Seattle, Marc. En regardant les statistiques vite, on se rend compte que, mine de rien, c'est une des meilleures attaques dans la Ligue américaine. On joue dans un stade éteignoir à l'attaque, il faut bien le mentionner. Puis l'an passé, j'avais prévenu, Marc, ça n'avait pas été aussi pire que ce l'était. Les lanceurs n'ont pas peut-être été aussi bons que les statistiques le mettaient en raison du stade, mais à l'attaque, ça n'avait pas été si mauvais. Là, il y a quelques locomotives, Marc. On ne parle pas d'Julio Rodriguez, mais tu as 2 gars qui tirent l'équipe, Cal Raleigh et Jorge Polanco. Puis ça fait en sorte qu'avec un personnel de lanceurs, même éclopé, si on y reviendra tantôt, mais à l'attaque, on est en train de montrer de belles choses. Ben, écoute, premièrement, moi, bravo, parce que ça, c'était une des raisons pour laquelle je voyais pas les Mariners parmi les meilleures équipes de la Ligue américaine. C'était en raison de leur attaque. On sait ce qui se passe au Monticule. Mais là, voilà une organisation que je ne sais pas si individuellement, on est allé voir des Polanco, des Dylan Moore. Tu sais, on n'a pas parlé de Dylan Moore, Alain, mais tu regardes, là, il y a déjà 6 coups de circuit, 16 points marqués, il se rend sur les buts. Tu comprends? C'est une affaire d'équipe, mais ça serait intéressant d'aller gratter un peu puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que durant l'hiver, on est allé, tu sais, on a analysé des choses? Est-ce qu'on s'est... Parce que c'est beau là, ce qui se passe là, avec les Mariners. Puis tu l'as dit, c'est pas juste un Julio Rodriguez ou un Cal Raleigh là, qui transporte l'équipe. Oui, tu l'as dit, ça prend une locomotive. Mais moi, j'aime ce que je vois de cette équipe-là. On marque des points. Polanco est très surprenant, on va se le dire. Là, mais on connaissait son potentiel. Là. Il a connu des très, très bonnes saisons auparavant. Mais là, écoute, c'est un joueur transformé. Fait que, tu vois des fois, là, juste un joueur ou 2 là, qui soudainement surprennent un peu. Là, ils sont pas en train de tout virer la Ligue à l'envers, mais surprennent un peu. Boum, ton niveau ton niveau d'énergie, mais là, ton niveau de frapper avec constance, de frapper dans les bons moments, ben là, c'est un effet d'enchaînement. On en a parlé tantôt. Ça peut avoir un effet négatif, mais ça a l'effet positif où là, les lanceurs, font aussi un travail, comme on s'attendait. Alors,
ça donne de pas pires résultats. Mauvaise nouvelle, par contre, dans le cas de Gilbert, là, qui c'est un peu inquiétant parce que là, on touche à la forme de l'équipe au niveau des partants. Et pour l'instant, l'attaque, moi, puis tu regardes, là, que ce soit Polanco, que ce soit Dylan Moore, que ce soit Arozarena, Julio Rodriguez, JP Crawford, ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont de bons athlètes. Tu vas me dire que Rowdy Tellez, là, lui qui est plus un frappeur de puissance, mais on bouge bien, on court bien, on met la balle en jeu, on a moins de retrait sur des prises. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis je sais pas, c'est pour ça que tantôt je disais, si on grattait un peu, est-ce qu'il y a eu... Ça se peut là, que durant l'hiver, on l'a vu avec Édouard Julien, là, l'instructeur des frappeurs peut se rendre au domicile des joueurs. On se fait un plan cette année? Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur quoi? C'est important, là, parce que si t'as pas de plan, ça donnera pas de résultat. Alors, j'ai l'impression, moi, qu'il s'est passé quelque chose avec les Mariners, puis on s'est pris en main. Et là, ça donne des résultats qui sont pas mal le fun. Oui. Marc, tout n'est pas rose. Une des forces, c'était le personnel de lanceurs partant. Là, Gilbert va rejoindre Kirby sur la liste des joueurs blessés. Je sais qu'on a de la profondeur. Castillo va pas si mal. Bryce Miller peut mieux lancer. Brian Wu, moi, je l'aime beaucoup. Marc, il a une très, très bonne balle tombante. Je pense, un lanceur avec une bonne balle tombante, Marc, est capable de se débrouiller, là, s'il y en a la maîtrise. Puis, dans le cas de Brian Wu, moi, je l'aime beaucoup. Mais, c'est ça. La profondeur va être testée. Ouais. Et Munoz, Marc, c'est le meilleur releveur présentement dans la Ligue américaine. Mais là, ça va nous prendre des manches là, de la part de quelques partants. Écoute, peut-être des gars qu'on voyait pas venir. Là. Mais ils sont pas les seuls. Là. Je veux dire, non, on n'a pas parlé des Dodgers. Puis là, je veux dire, on a vu ce qui se passe avec les Orioles. C'est partout pareil, Alain. La profondeur, elle est testée. Puis tout le monde recherche des bras, des lanceurs. On tente de les développer peut-être parfois un peu trop rapidement, mais tu as raison de mentionner dans le cas de Wu. Là, moi, je pense que c'est peut-être le moment avec la blessure, les deux blessures que tu as mentionnées, que lui, il va élever ça encore plus. J'ai l'impression que peut prendre la pôle là, présentement là, parmi les lanceurs partants de cette équipe-là, mais c'est clair que ça va prendre des manches. Des manches de qualité, là, on va en prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut compenser un peu par l'attaque, ce que certaines équipes peuvent pas dire actuellement. Oui. Un petit mot, Marc, sur un cas particulier. Il l'a lancé hier, c'est Logan Evans qui a lancé 5 manches. C'était suffisant pour avoir une victoire comme lanceur partant. C'est juste le cas d'un lanceur. Marc, écoute, c'est un gars qui a été repêché en 2023, en 12e ronde. Tu sais, un gars qui fait des majeurs moins de 2 ans après avoir été repêché. Généralement, c'est pas des gars de 12e ronde. C'est un gars qui arrive de l'Université de Pittsburgh. C'est la même université où est allé Charles Leblanc, d'ailleurs. Comment ça se fait qu'un gars qui est repêché aussi loin, il n'y a pas si longtemps, se retrouve dans le baseball majeur aussi vite? CC4, 215 livres. Il a, tu comprends, c'est une bonne présence au monticule. Mais Alain, on le dit souvent, puis dans l'entrevue que j'ai fait avec Alex Agostino, d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir sur Compte Complet Entretien là, avec Alex Agostino, mais tu sais, ce n'est pas une science exacte. Puis, je veux dire, tu peux avoir 3 épisodes dans une organisation qui aiment le gars, mais si le directeur il dit non, moi j'en veux un autre, puis là, à un moment donné, le lanceur tombe un peu entre 2 chaises, puis là, tu te retrouves que, il est encore disponible tard. En fait, c'est la beauté de la chose. C'est le fun de voir que c'est mais donnons-lui crédit. Faut dire que le repêchage a beaucoup changé, Alain. Là, on est beaucoup... il y a juste 20 rondes. On veut s'assurer qu'on prenne les bons. On veut s'assurer qu'on soit capable de prendre des joueurs avec nos propres besoins pour l'organisation. C'est sûr qu'on en échappe. C'est clair. Puis, Alain, on fait des matchs, là. J'ai l'impression que tous les matchs qu'on fait, là, il y a toujours un joueur dans les 2 formations ou 2 mêmes joueurs qui arrivent justement, des joueurs qui sont repêchés tard, qui sont même pas repêchés ou qui arrivent de d'écoles qui produisent à peu près jamais de joueurs des ligues majeures. Fait que, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve que ça fait partie de la beauté là, de trouver des gars. Puis Alex nous disait, écoute, il faut quand même que j'essaie de projeter là, dans 3-4 ans, le gars va avoir l'air de quoi?
Peut-être que c'est 1 an plus tard, mais moi, je trouve, Alain, que le baseball s'en va vraiment à la bonne place. Parce que quand tu as des gars qui sont repêchés en 2023 puis 2024, qui sont déjà dans le baseball majeur, qui ont déjà un impact avec leur équipe, ça va attirer encore des meilleurs athlètes, puis ça va être, je veux dire, ça va être un effet d'enchaînement extraordinaire. D'ailleurs, on le voit là. Fait que je trouve que c'est juste des bonnes choses qui arrivent dans ce cas-là. Puis bravo à Logan Evans. Ça a été quand même une très, très bonne sortie là, qu'il a eue en 5 manches de travail. Là. Donc, c'est de belles trouvailles, de belles surprises. Les Dodgers devront en trouver des petits cadeaux comme ça parce que là, c'est le dernier en liste qui a mal au bras, c'est mal à l'épaule. C'est Tyler Glasnow. On a acquis Yoendris Gomez des Yankees de New York. On l'a acquis comment? Par le ballottage, on l'a retiré des 40 joueurs. Et Gomez s'est retrouvé à lancer 3 manches en fin de semaine. Il a récolté un sauvetage pour les Dodgers. On a besoin de bras. Marc, il y a un match qu'on a fait des Dodgers récemment, puis on s'est rendu compte que les partants ne lançaient pas beaucoup de manches. Que ce soit par prudence, ça peut être le cas, un Dustin May, Sasaki. On est très prudent à leur endroit. Et là, des gars comme Glasnow qui se retrouvent sur la liste des joueurs blessés. Il y en a une tonne de lanceurs sur la liste des joueurs blessés chez les Dodgers. Peut-être qu'il faudrait revoir la façon dont... pas si c'est l'air de Los Angeles, Marc, pour en parler aux Angels, mais toujours est-il que les Dodgers devront gérer leurs lanceurs de façon, je ne sais pas si c'est prudente, mais je pourrais dire imaginative. Oui, il y a quelques dollars qui sont sur la liste des joueurs blessés présentement. Blake Snell et le Glasnow qui va s'y retrouver. Gonsolin qui devrait revenir. À un moment donné, mais ce qui est surprenant, Alain, c'est que rappelle-toi, en début de saison, on disait, écoute, on a 2 personnels de partants, là. Il y avait tellement de lanceurs au camp d'entraînement. On se disait, est-ce qu'ils vont avoir tous la chance d'avoir les manches nécessaires pour bâtir leurs bras? Et on se retrouve quand même avec un problème où on a des ouvreurs. On utilise, fait que c'est pas parce que tu as de l'argent ou que tu développes bien que tu... Moi, Alain, ta question est très pertinente. Et tu pourrais commencer à regarder la façon dont on fait lancer nos lanceurs. Est-ce que s'il y a quelque chose, il faut gratter, il faut savoir ce qui se passe avec ça, là, parce que le lien avec les Angels et les Dodgers, ça peut paraître banal, mais il y en a peut-être un lien, là, je sais pas, là, t'as l'impression que la gang s'acharne là, sur ces organisations-là au niveau des blessures des lanceurs. Oui. Ça reste une question mystère dans le baseball, Alain. Comment on prend soin de nos bras, comment on peut éviter les blessures. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font des recherches, mais j'aimerais que le baseball majeur, là, s'implique directement dans le fond, financièrement. Exact. Dans la recherche. On va au fond de ça, là. Vraiment, parce que oui, ça fait partie du sport, les blessures, là. Mais tu veux voir un Logan Gilbert au monticule, là, quand c'est lui qui lance. Là, tu veux voir les bons lanceurs. C'est toujours excitant. Bon. Alors, c'est vraiment probablement un des aspects, un des dossiers que le baseball majeur devrait vraiment investir. Oui, effectivement. Et même directement, là, pas juste par la porte d'à côté, là. Je pense qu'on devrait s'impliquer directement. Ça fait longtemps, en fait, John Schuholtz, moi je me rappelle très très bien, avec les Braves d'Atlanta, venait de perdre 2 lanceurs pendant le camp d'entraînement. C'est 40% de sa rotation, puis il est allé voir le commissaire. Là, je pense qu'il est temps qu'il arrive quelque chose. Et ça fait déjà une douzaine d'années de ça. Donc, c'est pas d'hier, mais regarde le baseball puis le sport professionnel dans l'ensemble, Marc, on a tendance à regarder où on met le prochain pas sans regarder plus loin là où la route va nous mener. C'est peut-être enfin. Ouais, puis Alain, je veux dire, je suis pas médecin, là, mais à force de lancer le plus fort que tu peux, donc des lancers à 96, 17, 18 000 à l'heure, bon, je pense qu'il y a un lien direct. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut bâtir une épaule ou un coude qui permettrait d'éviter ça tout en lançant fort? Bon. En tout cas, fait que je sais que longtemps, la balle à effet a été le coupable de tout ça. Moi, je suis bien d'accord que la glissante, selon moi, c'est le pire lancer pour le bras. Mais bon, je veux dire, c'est ça. Fait que, mais si t'en as une bonne, c'est comme ça que tu retires des frappeurs. Oui. Fait que, mais oui, je pense qu'il faudrait vraiment se pencher. Oui.
La carte de baseball de la semaine, c'est une présentation de carte-uniondépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction, oui, à 100%. Et on jette notre dévolu sur une carte qui date de 1982, André Dawson. C'est une carte distribuée par la compagnie de détaillant Zellers. Tu te rappelles des points Z, mon cher Marc, monsieur. À une certaine époque. La carte numéro 4C, carte distribuée donc par la chaîne de magasins de l'époque. Carte venant en panneaux de 3 cartes différentes détachables avec le même joueur. Puis au verso, il y avait des techniques de jeu. Il y a un total de 20 panneaux qui étaient offerts, qui totalisent 60 cartes. Évidemment, c'est une série impliquant les joueurs des Expos en vedette. Et en 82, des vedettes, il y en avait quelques-unes avec les Expos de Montréal. Je les nommerai pas toutes, mais dans le cas d'André Dawson, je vais juste raconter ses débuts dans le baseball professionnel. Lui, s'était fait mal à un genou. D'ailleurs, c'est une condition qui l'a embêté pendant toute sa carrière. C'est pas compliqué, là. André Dawson, il était avec les Expos. Marc, après des voyages en avion, il y a des occasions où il n'était pas capable de marcher. Tu sais, la compression de l'air dans les cabines, fallait le traîner à l'extérieur tellement ça lui faisait mal. Puis le lendemain, il était à son poste, en train de voler des buts puis de frapper des coups de circuit. Mais en début de carrière, donc en raison de cette blessure, il jouait avec Florida A&M, qui n'était pas très, très couvert par les recruteurs. Mais Mel Didier l'avait vu, il l'aimait. Puis là, il y a des recruteurs aussi qui l'aimaient. Puis là, Didier était attendez, rendu là, à un moment donné, là, on va l'avoir parce que sinon on va le perdre. Et là, on l'a amené à Lethbridge. Il a tout démoli à Lethbridge. Lethbridge, c'est la Ligue des pionniers. Ça, c'est l'année de son repêchage en 75. Généralement, tu t'en allais soit à Jamestown après Lethbridge, ou si tu as été très bon, à West Palm Beach. Gros camp d'entraînement, non, tu vas commencer à Québec. C'est quand même un gros saut. Et on dit aux gens de Québec, regardez, vous allez avoir votre vedette pendant toute la saison. Puis là, on se frottait les mains, tu comprends, à Québec. Après un mois, Dawson démolit les lanceurs de la Ligue Eastern. Ben finalement, on va l'amener dans le 3A à Denver. Marc, ça avait soulevé un tollé à Québec. Eux autres avaient tout fait le programme en fonction d'André Dawson toute la saison. Qu'est-ce que tu veux? Il se retrouvait à Denver. Et pendant la saison, il a été rappelé par les Expos. Écoute, pour un gars qui était sous le radar de plusieurs recruteurs, en 75, à peu près un an plus tard, se retrouve dans le baseball majeur et son poste régulier, il l'a eu l'année suivante. Dick Williams, tu sais, quand Dick Williams, le camp d'entraînement, c'était son premier, quand il s'était amorcé, il ne savait pas encore qui était pour être ses voltigeurs. Le seul qui avait un poste assuré, c'était Ellis Valentine. Les autres, il y avait des candidats comme Jerry White. Il y avait Bombo Rivera qui avait joué l'année précédente. Puis, mais quand tu as vu André Dawson, ça n'a pas été long. Bon, regarde, il va jouer régulier. Puis Dick Williams disait avec lui, j'ai pas de problème. Il parle jamais, fait qu'il ne met pas dans le trou. Fait que c'est le début de l'histoire d'André Dawson avec les Expos. Je tenais à la raconter parce que, comme je t'ai dit, il y a des fois, il faut que tu prennes des décisions en conséquence de ce que le joueur te donne. Ben, tu sais, c'est un autre exemple, là, je veux dire, on n'aurait pas pu prévoir que lui, son développement aurait été accéléré de cette façon-là, puis je peux comprendre les gens de Québec, puis d'ailleurs, c'est pour ça, là, il y a moins d'équipes affiliées là, dans le baseball professionnel aujourd'hui, mais c'est très frustrant de voir des équipes indépendantes. Là, je parle que si, par exemple, vous avez une équipe affiliée, là, dont vous êtes une ligue mineure, le 2A, par exemple, des Expos de l'époque, ben là, c'est ça, là. Les Vlad Guerrero qui passent, qui arrivent, puis s'en vont, puis les Ron Bell White auparavant, puis les Cliff Floyd. Fait que c'est dur de faire entre guillemets, du marketing, puis d'attirer du monde, alors que ces gars-là, passent un peu partout. Alors que dans les ligues indépendantes, tu sais, c'est plus facile parce que c'est dans l'ensemble, puis tu contrôles un petit peu plus ton produit, alors que dans les ligues affiliées, c'est pas toi qui prends la décision. Alors, je peux comprendre Québec à ce niveau-là, mais écoute, Alain, belle histoire, Dawson qui a fait rêver, qui m'a fait rêver aussi. Là, ironiquement, je suis devenu un voltigeur de centre. J'aimais beaucoup Dawson. Je ne compare pas du tout à Dawson en passant. Là. Mais vous ne frappiez pas du même côté de toute façon. Non, il y a ça. Mais je me souviendrai toujours, par contre, Alain, j'avais été très touché par ça. C'est que moi, à l'époque, j'étais joueur autonome. Parce que j'étais un joueur canadien. Bon, c'était comme ça. Les Canadiens n'avaient pas à passer par le repêchage à mon époque. Et j'étais allé donc m'entraîner avec les Blue Jays de Toronto à 2 reprises.
Et là, les Expos avaient su ça. Fait que les Expos m'avaient fait venir au stade olympique. Et bon, j'avais fait, comme on fait à l'habitude, là, on m'avait fait attraper des roulants à l'avant-champ, on m'avait fait lancer des balles du champ extérieur. Et à un moment donné, on m'a placé au champ droit. On m'a dit, OK, fais des relais au 3e, puis fais des relais au marbre. Et j'avais un bon bras. C'était une de mes forces. Et lorsque j'avais 19 ans à l'époque, là. Et lorsqu'on l'avait terminé, j'étais dans le bureau avec Buck Rogers et quelques gens des Expos à l'époque. Et on avait comparé mon bras, là. Je suis bien spécifié, on avait comparé mon bras au même âge à celui d'André Dawson. Alors, je me disais, coudonc, je dois faire quelque chose de pas pire à ce niveau-là. Mais ça m'avait toujours flatté d'avoir eu cette comparaison-là au niveau du bras. Puis, c'est ma petite histoire d'André Dawson. Mais, Alain, je me rappelle aussi de Zellers. C'est seul vous avez payé si peu. C'est tout ça, là? On peut le dire parce que, disons-le, Zellers a disparu de la carte depuis un bon moment, là, comme certains magasins à rayon de l'époque. Donc, voilà. Écoute, André Dawson a marqué l'histoire des Expos, faut bien le dire, là, et celle du baseball majeur. Puis, tu sais, je sais qu'il s'est identifié beaucoup avec les Cubs de Chicago au fil du temps, pour des raisons personnelles, mais c'est avec Montréal qu'il a connu ses meilleures saisons. C'est là où il s'est son WAR, son MPP+, Marc. C'est avec les Expos qu'il a eu ses meilleures saisons. Je sais qu'il y a eu une saison où il était le joueur le plus utile à son équipe. Et tu regardes son MPP+, Marc, même son MPP, c'est avec les Expos qu'il a eu ses meilleures saisons. Malheureusement, sur un tapis du stade olympique, il l'a pas toujours aidé. Il faut bien le mentionner, là. C'est une des raisons à l'époque pour laquelle il est allé avec les Cubs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de terrains de la nationale qui avaient des gazons naturels, surtout pas dans l'Est, là. Donc, voilà notre carte de la semaine, André Dawson. C'est notre segment au cercle d'attente, au cours duquel on fait la promotion des livres de notre ami Bob McDuff. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site internet baseballbob.ca. Bob, qui est l'auteur de livres pour enfants avec un thème sur le baseball. On vous invite à vous initier les jeunes à de la lecture en lisant ces livres avec une histoire passionnante de la part de notre ami Baseball Bob, et aussi en profiter, pourquoi pas, pour lire également, tout simplement, des livres sportifs. Il y en a plusieurs qui sont disponibles encore sur le baseball. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet de baseballbob.ca. Le portrait de la semaine, c'est Nick Pivetta. C'est un grand lanceur droitier qui nous arrive du Canada. C'est un Canadien. Évolué avec Philadelphie, Boston, se retrouve maintenant avec les Padres de San Diego. Un superbe début de saison. Marc, on a été témoin d'un de ses meilleurs matchs dimanche soir. Il avait été absolument dominant. C'est un lanceur frustrant, Marc, parce qu'il y a des séquences qu'il a connues au cours de sa carrière, autant avec les Phillies qu'avec les Red Sox de Boston. Tu te dis, ce gars-là devrait être notre chef de file, mais être capable d'avoir la constance qui lui permet d'être un lanceur de premier plan. Tu te grattes la tête quand tu vois ça. Un grand droitier, un physique comme on les aime, avec une des très bonnes balles courtes dans le baseball majeur, une bonne balle rapide. Puis est-ce que c'est la bonne année? Est-ce que 2025, c'est la bonne pour Nick Pivetta? On aimerait ça vous dire oui, mais c'est arrivé tellement souvent qu'on va entendre encore un peu. Ouais. Moi, je pense qu'il est un peu victime, Alain, de son caractère. C'est un Canadien. Je sais pas, tu sais, il a joué au hockey lorsqu'il était jeune. Ouais. Mais tu vois que c'est un caractère bouillant. Tu vois que lui, là... Tu es en train de me dire que c'est son caractère italien qui ressort un peu? Écoute, parce que, tu le sais, au baseball, là, regarde, moi, j'en avais un caractère, là. Je m'en cacherai pas, là, dans le sens que... c'est toi, c'est ton côté irlandais qui ressortait. Bon, alors... si tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas une décision à ta faveur, là. Elle est dure à prendre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, puis là, puis il y a deux éléments. Donc, je pense qu'il y avait un caractère bouillant, et en avançant en âge, on prend un petit peu, peut-être, je dirais pas une maturité, mais dans le sens que on comprend peut-être un petit peu mieux ce qui se passe, puis là, on se calme. Moi, je pense que c'est un aspect du jeu de Nick Pivetta. Et l'autre aspect, Alain, puis tu en parles souvent, c'est que probablement que ton meilleur tir, combiné à ta balle rapide, c'est ta balle courbe. Ça, c'est probablement la balle qui est la moins bien appelée pour des prises, parce qu'on sait que c'est pas évident pour les arbitres aussi. Fait que là, il tombe dans le... Tu comprends, là, c'est qu'il lance, selon lui, un très, très bon lancer, une bonne balle courbe, puis là, qui est pas appelé prise, ou que, peu importe. Puis là, tu vois, là, qu'il s'emporte un petit peu. Il est pas comme John Lackey à l'époque, là, mais... Tu
comprends? C'est un gars qui... Et là, j'ai l'impression qu'il maîtrise mieux ça. Il maîtrise mieux ça. Il est plus calme, il est plus... ça laisse moins affecté par ce qui se passe. Écoute, parce que tu l'as dit, Alain, je veux dire, si tu regardes la qualité de ses lancers, son physique, c'est un gars qui a quand même évité là, la liste des blessés. Là. C'est pas un gars qui est constamment blessé. Oui. Fait que peut-être que les Padres ont vraiment... On en a des gars qui ont signé des gros contrats là, durant l'hiver, mais peut-être c'est un contrat comme ça là, qui peut faire vraiment la différence. Parce que les Padres ont un bon début de saison, évidemment. Et puis Veta a été presque parfait. Là. Robin Niebla, Marc, l'instructeur des lanceurs des Padres, il tentait de... Ça fait longtemps qu'il est là. Puis quand ça fait longtemps que tu es à un endroit, c'est parce que ton travail est apprécié. Sa réputation, Marc, commence à être plus qu'enviable. Est-ce que ça aussi, ça peut être un facteur que tu viens de trouver quelqu'un qui, pour toutes sortes de raisons, qui a trouvé que ça peut être mécanique, ça peut être quelqu'un qui te joue dans la tête de la bonne façon. Bref, c'est peut-être pas négligeable, hein, cette équipe-là, Niebla puis Veta. 100%. 100%. Puis c'est pour ça, Alain, ça arrive souvent que, tu sais, il y a un joueur très talentueux, que ce soit un lanceur ou un joueur de position, puis, tu sais, amenez-moi là. Moi, je vais l'amener ailleurs. Puis oui, il peut avoir une connexion. C'est pour ça qu'il y a des bons instructeurs, que ce soit des lanceurs ou frappeurs, parce qu'on crée une connexion. Des fois, ça connecte pas bien. Des fois, ça va connecter très bien. C'est pour ça que dans le baseball moderne, ben, tu te retrouves avec 3-4 instructeurs de frappeurs, pas toujours des frappeurs au niveau de la mécanique. Ça peut être aussi un aspect, comme tu l'as dit, mental. Et moi, ce qui m'a frappé, Alain, en début de saison, lorsque tu regardais des matchs d'ouverture, là, ils ont fait la présentation de tous les joueurs, mais aussi de tout le staff, là, si vous voulez, le personnel. Là. Hey, avant, là, je me souviens, à l'époque des expos, t'avais Ron McLean, puis t'avais Mike Kozak, là, puis c'était tout, là. Après ça, t'avais l'equipment manager, puis là, on commençait avec... Et là, écoute, là, il y a 3-4 gars qui s'occupent des frappeurs, t'as 4 gars qui s'occupent des lanceurs, t'as 4 autres gars qui s'occupent de l'aspect mental. Écoute, on partait du map, on allait quasiment au champ gauche, là, pour mettre tout le monde en ligne. Fait que, ça a évolué, ça a changé. Puis, oui, lorsqu'on crée une synergie avec un joueur, il y a un contact qui se fait. Puis, tu sais, là, les gars, lorsqu'ils sont... Là, je vais parler des gars du temps de la renommée, mais tout le monde qui met fin à sa carrière, là, ils vont toujours remercier un ou deux coachs en particulier ou deux personnes là, qui ont eu des... Les gars le savent, là, puis à un moment donné, il y a une connexion. Puis, comme je l'ai mentionné, elle peut être, que tu l'as dit, elle peut être mécanique ou elle peut être mentale, mais là, ça clique. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et pour l'avoir vécu aussi, le pour et le contre. Puis tu fais très bien de mentionner que souvent, on donne pas assez de crédit justement à ces instructeurs-là qui font en sorte que soudainement, le gars est toujours un peu meilleur lorsqu'il arrive dans ces équipes-là. Oui. Marc, quelques exploits au cours de la semaine. On va parler d'un vol de marbre. Et ça, c'est pas dans le cadre d'un double vol. C'est Jarren Duran qui est parti du 3e alors que Raphaël Devers était au bâton. Et il a réussi à voler le marbre, un jeu qu'on voit très, très peu aujourd'hui. Est-ce que c'est trop peu? On le voit trop peu. Moi, je pense que la situation, tu peux le tenter, c'est quand il y a 2 retraits. Il y a 2 retraits. Ouais. Regarde, peu importe le frappeur, la moyenne de présence sur des buts, Marc, c'est en bas de 500. Donc, ça veut dire que tu as plus qu'une chance sur 2 de retirer le frappeur, peu importe qui il est. Et de façon générale, tu as 2 chances sur 3 de le retirer. Donc, pourquoi pas tenter ta chance plus souvent? Ben, écoute, Alain, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, tu peux pas le faire avec un frappeur droitier parce que sinon, il y a un signal. Puis le signal, c'est pas bon parce que tu peux pas avoir un signal d'un vol de marbre, Alain, parce que le lanceur peut te surveiller. Si c'est un, tu sais, tu peux pas le faire avec un lanceur droitier. Faut que tu le fasses avec un lanceur gaucher que le dos, toi. Faut que le joueur de 3e but joue éloigné de la ligne de démarcation pour que tu puisses avoir un écart qui va te permettre d'être sauf. Il y a plusieurs facteurs pour que ça fonctionne. Par contre, dans le baseball moderne, je suis d'accord avec toi que de plus en plus, les circonstances pourraient permettre ça. Bon, tu sais, parce que normalement, si tu le fais avec un frappeur gaucher, le frappeur gaucher peut voir ce qui se passe, il le voit arriver. C'est bon, tu comprendras le Devers dans ce cas-ci. Et si c'est un frappeur gaucher, ben le 3e but va peut-être se déplacer vers l'arrêt-court un petit peu plus, ce qui va permettre un meilleur écart. Puis idéalement, ben que c'est un lanceur gaucher
qui fait dos. Parce qu'Alain, il faut quand même que les combinaisons soient là. Parce que si tu as un droitier, ben tu le vois, le gars, là. Fait que s'il part, ben, tu peux accélérer ton geste, tu peux t'ajuster à ça. Fait que, oui, on pourrait le voir plus souvent, puis il faut jouer d'audace, mais c'est quand même un instinct du coureur de dire, OK, là, la combinaison est parfaite, lanceur, frappeur, troisième but qui joue éloigné. Ça reste un jeu extrêmement spectaculaire, mais ça peut pas être, selon moi, ça peut pas être commandé du gérant de dire, OK, là, on le fait, là c'est le temps de le faire. Là, j'espère que le frappeur droitier, par exemple, il a eu le signal parce que s'il l'a pas eu puis il décide de s'élancer, bon, tu comprends, là, Fait que, mais oui, tu as raison au niveau statistique. Tu dis, bon, on a une chance, tu sais, je veux dire, oui, il y a une logique, mais il faut quand même qu'il y ait des combinaisons là, sur le terrain qui permettent d'avoir un départ qui va justement permettre aux coureurs d'avoir une chance d'être sauf au marbre. Oui, puis si tu t'aperçois aussi, peut-être que s'il y a un lanceur qui va avec son élan complet, t'es pas obligé d'être une gazelle. Exact. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a des éléments, mais il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns là, à ton avantage pour l'essayer. Là. Match de 4-4 pour Eugenio Suarez. Rien d'exceptionnel, vous me dites, sauf que les 4 ont quitté la surface de jeu, 4 coups de circuit. On a quand même perdu le match. Mais son 4e circuit créait l'égalité quand même en 9e. On l'a perdu en 10e contre les Braves d'Atlanta. Le dernier qui avait réalisé l'exploit, c'était aussi un joueur des Diamondbacks de l'Arizona. C'était J.D. Martinez en 2017. Marc, je regardais, Suarez, là, va atteindre les 300 coups de circuit cette année. Comme frappeur de puissance, c'est pas le premier gars qui nous vient en tête, là. Écoute, rappelle-toi, avec les Reds, c'est là qu'ils nous avaient vraiment là, surpris. Puis bon, là, il parti avec les Mariners, là, ça va dans un stade qui l'avantageait pas, mais il a continué. Ça vient avec des retraits sur des prises, tout ça, là. Ça vient pas toujours avec une moyenne au bâton qui fait comme wow, mais la puissance est là. Écoute, il a frappé 4 circuits, 3 sur des balles rapides. Là, on a tenté une balle glissante, il en a frappé un autre. Fait que c'est quand même, honnêtement, là, comme match individuel, là, c'est dur à battre. Puis, je sais pas si tu as vu les distances de chacun des coups de circuit, là, mais pour employer l'expression en anglais, c'était pas des wall scrapers, là. C'était pas les balles qui passaient juste par-dessus. Il a frappé 4 bombes assez extraordinaires, là. Je veux dire, il y a des matchs parfaits comme lanceur, là, c'est tout à fait exceptionnel, là. Évidemment, il est parfait le maudit, mais comme match parfait au niveau d'un frappeur, là, on n'est pas loin de ça, là. Il y a 5 saisons de 30 circuits au plus. Il y en aurait 6, ça n'avait pas été de la saison COVID parce qu'il en avait frappé 15. Et cette année, il s'enligne pour une autre saison de 30 coups de circuit. Et tu parlais de retrait sur trépied. 3 fois, il a mené sa ligue. 2 fois que Seattle, une fois que c'est avec Cincinnati. Il a dépassé des 200 retraits sur des prises une fois. Et cette année, il y en a pas mal de retraits sur des prises. Regarde, ça vient avec. On l'accepte. Si tu t'en sors, regarde, il est rendu à 10 coups de circuit. Même sa moyenne au bâton est un petit peu au-dessus de 200. Il ne fera pas 4e. C'est pas son rôle. Mais c'est un gars qui va quand même contribuer à l'attaque des Mariners. Marc, tu voulais absolument me parler de Jacob Wilson parce que c'est vraiment un cas, je vais te laisser le voir, c'est vraiment le contraire de ce qu'on recherche chez les joueurs d'aujourd'hui. Ben, écoute, moi, c'est juste que, en plus, ironiquement, il joue pour les Aces. Les Aces sont reconnus pour quoi? Patience, hein? On sait à quel point on a valorisé avec, bon, Moneyball, on revient un peu là-dessus, mais qu'on a valorisé le but sur balle, la moyenne de présence sur les buts. Puis dans le cas de Wilson, ce qui est frappant, c'est vous regardez ses statistiques. Il est à peu près jamais retiré sur des prises, ce qui est quand même un aspect qui est rare, mais il ne soutient pas de but sur balle non plus. Fait que, je veux dire, c'est un gars qui a une coordination main-œil, on va se dire, extraordinaire. C'est pas le type de joueur qu'on voit beaucoup dans le baseball moderne. Tu sais, tout le monde valorise la puissance, fait que c'est pas grave si tu te fais retirer sur des prises. Le but sur balle, effectivement, c'est important parce que on a une présence sur les buts. Lui, il fait rien de ça. Mais il met des balles en jeu. Puis je vais te dire, ce qu'il fait, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un gars qui a été repêché, ça fait moins de 2 ans, Marc. Exact. Première ronde en plus. Ça peut surprendre que ça ait été avec les Aces, mais ce qui surprend moins, Marc, le profil comme tel, c'est que son père avait le même profil. C'est un joueur d'arrêt court qui recevait pas de but sur balle.
c'est exactement le même profil. Il y avait une tonne de coups sûrs. Ah, c'est impressionnant. Mais, regarde, c'est ça. Il ne se rend pas sur les sentiers. Mais Marc, je ne sais pas si c'est une tendance. Il a reçu 2 buts sur balle, les 2 seuls de sa saison, au cours des 5 derniers matchs. Et son premier, c'est avec les buts remplis. Est-ce que ça lui en a donné le coup? Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, le gars, de toute évidence, comme j'ai dit, il y a une coordination meilleure extraordinaire. Il fait contact. Ouais. Mais si tu fais contact de la sorte, ça veut dire que tu as un bon œil au bâton. Donc, peut-être qu'on est en train de lui dire, regarde, on va essayer de valoriser ça parce que, tu sais, on peut pas juste se fier sur la moyenne au bâton, là, comme moyenne de présence sur les buts. Mais je le souligne parce qu'il sort vraiment du lot des joueurs que l'on voit, les joueurs modernes actuellement. Là, c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Là. Je pense que les Aces voulaient quand même lui permettre d'acquérir cette discipline-là, mais c'est parce que l'année passée, Marc, il a commencé dans la Ligue du Texas, puis il a frappé 455, puis après ça, il a frappé près de 400 au niveau 3A. L'échantillon est quand même large. En 53 matchs dans des mineurs l'année passée, il frappait pour 433. Exact. Tu veux qu'il apprenne quoi? Si ça prend 433, t'as aucune raison de recevoir des buts sur balle, là. Non, exact. Et puis, tu sais, frapper 400 dans n'importe quelle ligue, là, que ce soyez pee-wee ou, tu sais, c'est bon, là. Je veux dire, vous êtes un bon frappeur, là. Donc, non, je veux dire, les Aces ont quand même une équipe intéressante. Ça va être à suivre, là. Tu sais, ils ont des bons joueurs, des bons athlètes. C'est une équipe mystérieuse. Le domicile fait en sorte que là, c'est pas super ce qui arrive, mais c'est quand même une équipe où il y a quelques joueurs, je trouve que pas fort intéressant. Oui. Ben, écoute, j'ai hâte de suivre son évolution, Marc. Il y a quelques joueurs sur lesquels j'ai émis des doutes. Je pense à Tovar, notamment, avec le Colorado. Je trouve qu'il ne reçoit pas assez de buts sur balle compte tenu de l'ensemble de son œuvre. Tu veux-tu parler des Rockies ou? On en a parlé la semaine dernière. Là, ça s'est pas amélioré depuis notre dernier podcast. On va attendre un petit peu, puis... mais c'est sûr que là-bas, il y a un sérieux examen de confiance à faire de ce côté. C'est pire que les White Sox l'année passée jusqu'ici. C'est pas un compliment, on peut vous l'assurer. L'horaire des matchs de la semaine à RDS est une présentation de Lester's, maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931, que ce soit pour un match, un barbecue ou un simple festin. Ça peut être en famille ou en ami. Lester est toujours au rendez-vous disponible chez votre épicier préféré. Ce lundi, il n'y a pas de match en raison des élections. Vous comprendrez. D'ailleurs, on vous encourage à aller voter. Mercredi, on revient à RDS avec un match. Je parlais de Suarez, mais on va le voir mercredi. Contre les Mets de New York, un match présenté à RDS à compter de 19h. Et le dimanche suivant, de 4 mai, premier match du mois de mai qu'on vous présente, les Braves d'Atlanta. Et ce sera contre les Dodgers de Los Angeles à 19h comme à l'habitude, chaque dimanche. Voilà ce qui complète ce balado. Merci beaucoup à Martin Villeneuve à la technique qui enrobe notre balado de façon brillante à chaque semaine. Alain Usereau et Mark Griffin, on se souhaite du très bon baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.